Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un aussi grand plaisir pour moi que de vous recevoir dans une nouvelle page de culture. Lors de notre dernière page, nous avions évoqué des anecdotes étonnantes, drôles ou cocasses de nos présidents de la Deuxième et Troisième République. Voyons aujourd'hui la suite de nos aventures dans les méandres de l'histoire élyséenne. À commencer par la période sombre de la collaboration d'État avec l'occupant allemand. En effet, même s'il n'a pas exercé le mandat de président de la République dont il est question ici, je voudrais quand même dire un mot sur Pétain et sur la place ambiguë qu'il tient dans l'histoire de France. Quand on feuillette un livre d'histoire de troisième, on est surpris de voir Pétain auréolé de gloire concernant le chapitre de la Première Guerre mondiale, mais couvert d'opprobre lorsque l'on aborde la Première Guerre mondiale. Cette place ambiguë se reflète dans la tradition des présidents de la Ve République à fleurir la tombe du maréchal. Et ceci n'est pas une question d'appartenance politique. Ils l'ont tous fait, à commencer par De Gaulle lui-même, puis Pompidou, Giscard et Mitterrand. C'est après des protestations d'associations de déportés juifs en 1992 que cette pratique cessera. Après-guerre, un gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle se met en place. Le général voudrait une nouvelle république où le président n'aurait pas qu'un pouvoir symbolique. La France doit se reconstruire et il faut un homme fort à la tête de l'État qui prenne les décisions qui s'imposent. La République parlementaire ne peut convenir en ce moment, pense-t-il. Mais il se heurte à l'immobilisme des partis qui veulent créer une quatrième République à l'image de la troisième. De Gaulle quitte alors la scène politique en étant persuadé de deux choses. Premièrement, qu'on le retiendra de partir, ce en quoi il a tort. Deuxièmement, que cette République ne tiendra pas le choc face aux crises qui s'annoncent, ce en quoi il a raison. De Gaulle commence sa traversée du désert, mais son heure viendra. Vincent Auriol devient donc le premier président de la quatrième République. Pas moins de 14 présidents du Conseil se succéderont pendant les 7 années de son mandat. Le président du Conseil, faut-il le rappeler, est le chef du gouvernement, l'équivalent de notre Premier ministre. Ces gouvernements successifs ne sauront régler les problèmes économiques de la France d'après-guerre et encore moins la guerre d'Indochine. À Vincent Auriol succède René Coty, à la guerre d'Indochine, celle d'Algérie. L'instabilité ministérielle ne faiblit pas. 7 présidents du Conseil en 4 ans seulement. Il faut savoir que René Coty possède une particularité unique dans l'histoire de nos présidents. Il fut élu grâce à un problème de prostate. En effet, alors que Coty n'était même pas candidat à l'élection, les différents protagonistes n'arrivaient pas à se départager. Les sénateurs et les députés réunis en congrès sont au nombre de 928. Il faut donc réunir 465 voix pour être élu. Mais au bout du 11e tour de scrutin, personne n'atteint cet objectif. Pendant ce temps, René Coty est à l'hôpital pour un problème de prostate. Et si les absents ont toujours tort, parfois le fait de ne pas être là permet de ne se fâcher avec personne. Puisqu'aucun candidat présent ne parvient à l'emporter, des sénateurs et des députés commencent à lancer la rumeur qu'ils vont voter pour Coty. La rumeur s'enfle jusqu'à devenir une réalité. Et à 23 heures, le 23 décembre, René Coty reçoit son cadeau de Noël en avance alors qu'il est encore à l'hôpital. Il devient le deuxième et dernier président de la quatrième République. En effet, la quatrième République ne résiste pas à la guerre d'Algérie. La patience de Gaulle a payé. On le rappelle en urgence. Il conçoit avec Michel Debré une nouvelle constitution largement approuvée par les Français. La Ve République vient de naître. Nous sommes le 4 octobre 1958. De Gaulle est nommé président de la Ve République. Il a en main tous les pouvoirs qu'il désirait obtenir pour relever la France. De Gaulle était célèbre pour sa répartie, qui pouvait être aussi drôle que cinglante. Ainsi, en 1958, lors d'une conférence de presse, un journaliste exprime les craintes de certains que De Gaulle n'attente aux libertés publiques. De Gaulle répond: pourquoi voudriez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur? En 1964. Le général est en visite officielle à Pékin. Alors qu'il marche dans la rue, soudain, il voit écrit sur un mur: De Gaulle est un chien. Il rétorque aussitôt:
C'est assez plaisant d'être traité de chien par des Pékinois. Peut-être l'une des plus célèbres. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 300 sortes de fromage? De Gaulle aurait dit aussi: mon seul rival international, c'est Tintin. Un jour, un homme politique de gauche lui lance: vous savez, ma femme est gaulliste. Ce à quoi le général répond: tiens, c'est drôle, la mienne aussi. Peu avant son décès, il dira: après ma mort, on dresserait une grande croix de Lorraine sur la plus haute colline derrière ma maison. Et comme il n'y a personne par là, personne ne la verra. Elle incitera les lapins à la résistance. Et puis décidément, De Gaulle aimait les lapins puisqu'on lui doit cette définition de la guerre. La guerre, c'est comme la chasse. Sauf qu'à la guerre, les lapins tirent. En 1965, un journaliste demande à De Gaulle des nouvelles de sa santé. Il répond: oh merci, je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. En juin 1944, dans Bayeux libéré de l'occupation, De Gaulle prononce un discours. Il entend une femme crier: vive le maréchal! De Gaulle rétorque à voix basse: tiens, encore une qui ne lit pas les journaux. Alors que les liens entre Monaco et la France étaient très tendus, le général déclara: pour faire le blocus de Monaco, il suffit de 2 panneaux de sens interdit. De Gaulle aimait les conférences de presse. C'était un merveilleux acteur. Un jour, il déclara: recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir, un petit nombre, un ennui, un seul d'entre eux, un supplice. Son successeur, Georges Pompidou, était en vacances au fort de Brégançon, la résidence estivale des présidents. Il décide de partir faire un tour en mer en hors-bord. Mais il se fait photographier torse nu par des paparazzis. Comme sur le cliché on voit la marque du moteur Mercury, la firme voilà une excellente occasion de faire de la publicité et décide de publier la photo dans l'Express. Pompidou essaiera en vain de la faire interdire. Il demandera alors aux marchands de journaux de déchirer la page. On ne sait pas si la recommandation présidentielle fut bien suivie ou non. Chez les Pompidou, on ne plaisantait pas sur le droit à l'image ni sur la pudeur. C'est Michel Denisot qui raconte l'anecdote suivante. En 2011, il recevait Valéry Giscard d'Estaing sur le plateau du Grand Journal. Avant même d'avoir ôté sa veste, cet ancien président de la République de 85 ans demande: où est la jeune fille de la météo? Il voulait parler de l'ex-mannequin Louise Bourgoin, qui avait 30 ans à l'époque. À la fin de l'émission, il proposera à Louise Bourgoin, de 55 ans, sa cadette, de leur accompagner après avoir dîné ensemble. Elle refusera. Mais une chose est sûre, notre Giscard national est comme le poireau. Il a la tête blanche, mais la queue verte. En 1981, Mitterrand accède au pouvoir. Son conseiller en communication est Jacques Séguéla, tout le monde le sait. Un jour, à l'issue de leur réunion annuelle, le président demande à Séguéla s'il peut l'accompagner au restaurant où il doit retrouver Pierre Mauroy. Séguéla accepte, va pour ouvrir la porte de sa voiture à Mitterrand, mais celui-ci se rend compte que la voiture en question est une Rolls-Royce. Mitterrand refuse de monter et lance: et vous vous dites, mon communicant, vous voulez me faire crucifier en une du Canard enchaîné? Allons-y à pied, ça vous fera peut-être réfléchir. Effectivement, la photo d'un président socialiste descendant d'une Rolls n'est pas la meilleure publicité dont puisse rêver un politique s'affirmant proche du peuple. Et c'est Jacques Séguéla qui rapporte encore que, lors d'un dîner chez lui, François Mitterrand a raconté qu'il avait failli perdre la clé du code atomique. Le numéro était inscrit sur une petite plaque qui pendait à une chaîne d'or. Valéry Giscard d'Estaing, qui la portait en sautoir, la lui avait tendue lors de la passation du pouvoir. Il l'avait glissée dans sa poche. Mais le lendemain, au réveil, il réalisa sa gaffe. Le costume était parti chez le teinturier. Il envoya aussitôt un motard qui évitera de peu la catastrophe. Le problème, quand vous êtes chef de l'État, est que votre plat préféré soit de notoriété publique. Tout le monde vous le prépare où que vous alliez. C'était le problème de Jacques Chirac. Le monde entier savait que ce dernier raffolait de la tête de veau. Résultat, où que le président aille, on lui servait ce plat, à tel point que le chef cuisinier de l'Élysée, Bernard Vossian, ne lui en servit que 2 fois durant ses 12 années de mandat. Si Chirac plaît tant aux Français, ce n'est pas seulement parce qu'il a un bon coup de fourchette. Sa jovialité et son humour sont aussi bien connus. L'un de ses proches raconte qu'un jour, quelqu'un lui dit: vous avez une bonne mine, monsieur le président. Et Chirac de répondre: et encore, t'as pas vu le crayon?
La prochaine anecdote est hilarante. Chirac est en déplacement officiel à Londres. Il est assis à côté de la reine d'Angleterre, dans une calèche, quand, soudain, faisant fi de tout protocole, l'un des chevaux lance un énorme P. La reine Élisabeth se tourne vers le président de la République française et lui lance un trait british "Oh, so sorry". Et Chirac qui répond "C'est pas grave, je croyais que c'était le cheval". C'est c'est peut-être aussi à cause d'une blague de Chirac que la France n'aurait pas eu les Jeux Olympiques de 2012. Cela se passe lors d'une conférence du G8 en 2005. Chirac parle de l'Angleterre à Vladimir Poutine et Gerhard Schröder en ces termes. Vous ne pouvez pas vous fier à un peuple qui cuisine aussi mal que ça. Cette petite blague innocente, avec laquelle serait d'accord n'importe quel Français, n'a en revanche pas du tout plu à Cherie Blair, femme de Tony Blair, Premier ministre britannique. Quelques jours plus tard, les Français et les Anglais se retrouvent à Singapour pour défendre la candidature de leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques de 2012. Thierry Blair voit Chirac et semble vouloir en découdre avec lui à propos de sa phrase assassine sur les manquements des Anglais aux arts culinaires. Chirac évite l'affrontement en se dérobant. La délégation britannique a alors le champ libre pour défendre son propre projet. Nous connaissons la suite. Enfin, nous voyons que nos présidents n'ont pas fini de nous faire rire, à moins qu'ils vaillent mieux pleurer. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont des amoureux de la démocratie, comme le précise Nicolas Sarkozy lors de la cérémonie de clôture de son université d'été en septembre 2015. Voici ce qu'il dit. Il y a quelque chose auquel je suis très attaché. C'est que la France a toujours été du côté des opprimés, toujours du côté des dictateurs. Simple erreur ou lapsus révélateur d'un homme qui aspire au pouvoir? Ce pouvoir ne tourne-t-il pas la tête de nos sacro-saints présidents? Ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.